Enchantée, moi c'est Marlène et bienvenue sur Magnetic Management, le podcast qui t'aide à développer tes compétences managériales, autrement dit à décortiquer le schmilblick des relations humaines au travail. Alors si tu as des gens sous ton aile ou que c'est ton ambition, ta curiosité sera nourrie. Et surtout, si tu aimes casser les codes et comprendre les paradoxes que soulève cette fonction, alors abonne-toi, ce podcast sera ton meilleur allié. Justine Rouxel est directrice du dispositif d'appui à la coordination dans le Maine-et-Loire. Mais avant d'arriver à des postes de direction, Justine a démarré sa carrière en tant qu'infirmière, puis chef de projet, cadre de santé, où elle a eu à gérer plus de 50 personnes à 25 ans. Aujourd'hui, donc, elle dirige le DAC, où ils sont une bonne trentaine, et c'est un dispositif qui est à destination des professionnels de santé qui rencontrent des difficultés de prise en charge de personnes souffrantes ou en situation de vie complexe. Le but est de les aider à favoriser le maintien à domicile. Sur le sujet du management, Justine affirme que 80% s'apprennent sur le terrain, et surtout qu'il y a une part d'inné, de savoir-être, qui ne s'invente pas, que manager l'humain demande de la persévérance, de l'écoute et de l'agilité, surtout quand les équipes se retrouvent face à des changements directionnels. On touchera également à des sujets plus complexes, tels que le présentéisme, la santé mentale des dirigeants ou encore les travers du copinage. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Justine. Bonjour Marlène. Je suis très contente de te retrouver sur Angers aujourd'hui. Justine et moi avons partagé une année de Master 1 ensemble, dans le droit de la santé. Pour le coup, Justine a poursuivi et moi non. Et depuis 6 ans, les choses ont bien évolué. Et on va pouvoir en discuter ensemble. Avant tout, Justine, tu vas peut-être être étonnée de cette question, mais j'aimerais que tu nous partages le caractère, le tempérament que tu avais toute petite. Oh là, ça commence bien. La question n'est pas si simple. Comment me décrire toute petite ? Je dirais que j'étais une petite fille très vive, beaucoup d'énergie, toujours à chercher aussi le contact des autres. Il paraît que je ne pouvais pas jouer seule quand j'étais petite. Il fallait toujours qu'il y ait du monde autour de moi. Et puis voilà, quelqu'un assez de dynamique et qui arrivait très peu à se poser, au grand désespoir de mes parents. Et est-ce que tu savais déjà, assez jeune, le chemin professionnel que tu avais envie de suivre ? C'est aussi une bonne question parce que je trouve que c'est pas évident d'y répondre quand on est jeune et on a parfois une perspective de carrière ou de métier qui finalement n'est pas celle qu'on aurait voulu, en tout cas tout petit. Moi, je voulais être sage-femme. Voilà, c'était un métier qui me plaisait, être au contact des bébés, dans le bien-être aussi. Et puis je pense que le côté relationnel aussi qui me plaisait beaucoup. Comment ce milieu de la santé t'a concrètement attiré ? Parce que certes, petit, tu souhaitais être sage-femme, mais est-ce que rapidement, tu t'es dit « Ok, je veux m'orienter à être infirmière, par la suite à être directrice de santé ». Raconte-nous un petit peu de fil en aiguille ce parcours. Alors pas du tout, parce que je pense que c'est un cheminement qui se fait au fur des années. Le métier d'infirmière, il est vraiment venu lors d'une conversation avec la maman d'une amie quand j'étais en terminale, où je lui évoquais effectivement mon souhait de devenir sage-femme. Et elle-même étant sage-femme, m'a répondu « Ne fais surtout pas ce métier, c'est très peu valorisé ». C'est très peu valorisant, qu'elle me disait. Et elle me dit « Je te verrai bien en tant qu'infirmière ». J'ai pris finalement pour argent comptant ce qu'elle me disait. Et je me suis dit peut-être qu'effectivement, il faut que je me lance dans une carrière d'infirmière. Et est-ce que tu peux nous parler de ce choix de transition ? Puisque pour ceux qui nous écoutent, Justine est initialement infirmière et par la suite, tu as décidé de quitter entre guillemets ce travail-là pour t'orienter plutôt dans des postes de direction, donc reprendre tes études. Pourquoi ce choix de ne pas continuer en tant qu'infirmière ? Alors moi, ça s'est vite fait déterminer finalement. J'ai fait mes 3 ans d'infirmière et pendant mes 3 ans d'études, je me posais déjà des questions. Lors de mes stages, ce qui m'intriguait, c'était de savoir comment ça se mettait en place, finalement, le système de santé. Pourquoi on avait ce genre de problématiques dans nos métiers, des problématiques de sortie de patients, de soins, des problématiques aussi de ressources humaines. Et je m'interrogeais sur le fonctionnement finalement d'un service, d'un établissement. Je m'y retrouvais pas forcément dans mes valeurs, enfin dans les valeurs si du métier,
mais pas forcément, j'étais pas forcément épanouie au quotidien dans ce que je faisais. La technicité, c'était important, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comprendre comment fonctionnait le système de santé. Donc en fait, j'ai terminé mes études parce que pour moi, c'était important et à l'époque, on repassait sur une valorisation licence, master, doctorat. Donc j'ai fini mes études pour avoir ce niveau licence. Et puis, j'ai quand même exercé en tant qu'infirmière pour voir ce que c'était concrètement le métier en tant qu'infirmière et non plus en tant qu'étudiante infirmière. Et puis, voilà, ça n'a pas forcément changé ma réflexion de pouvoir poursuivre des études et de mieux comprendre le système de santé. C'est pour ça que j'ai fait un Master 2 après en droit, économie et gestion de la santé. Selon toi, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être d'abord infirmière avant de t'orienter vers des postes finalement dans l'opérationnel, la direction, la compréhension en fait, du dessous, comme tu l'expliquais? C'est très riche d'avoir cette double casquette parce que finalement, les problématiques que je rencontre aujourd'hui en tant que directrice sur du coup un DAC, un dispositif d'appui à la coordination, l'accompagnement des équipes, ce que les équipes peuvent ressentir, le questionnement finalement des équipes, c'est exactement ce que j'ai pu avoir moi en tant qu'infirmière. Je pense, et c'est pas une prétention, qu'aujourd'hui, je peux dire que quand je vais en réunion, je vais déjà connaître les questions qui vont être posées des soignants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est une plus-value dans l'accompagnement au quotidien parce qu'on a cette compréhension de ce que les soignants peuvent ressentir et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans les décisions qui vont être mises en œuvre et qui vont être prises d'un point de vue plus stratégique et de direction. Donc finalement, ça te permet d'anticiper un peu les questions, comme tu l'as dit, d'avoir été au plus près du terrain. Est-ce que, selon toi, ça t'a aidé dans cette légitimité ou dans cette confiance à prendre le poste par rapport aux équipes? Comment tu l'as vécu? La légitimité, c'est une grande question. Je me la suis très souvent posée et c'est aussi lors de mes différentes prises de poste où j'ai eu aussi des encadrants et des directeurs qui ont su m'accompagner sur cette question de légitimité. C'est vrai que j'ai pris mon premier poste de responsable à 25 ans avec une équipe de 50 personnes. Donc, ça a été une grosse question et souvent la question de se dire t'as 25 ans et qu'est-ce que tu connais au métier ? Alors que moi, ça fait déjà 30 ans que je suis dans le métier. Donc c'est vrai que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et je me suis où j'ai réfléchi sur comment trouver cette légitimité. Il y a effectivement le fait d'être passé par le terrain et ça c'est une première chose pour moi et ça m'a énormément aidé pour revenir à ta question sur le fait de se dire je suis légitime et parce que j'ai aussi connu ce qui était sur le terrain, mais pas que, parce que y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on va chercher les ressources, on va chercher l'information pour du coup devenir légitime auprès des équipes. Et comment tu l'as travaillé depuis tes 25 ans pour aller un petit peu plus loin? Est-ce que tu as peut-être des exemples qui te reviennent? Je dirais que ça se fait avec le temps. Moi, c'est la question de la temporalité qui est importante. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et quand on prend un poste surtout jeune, on a des ambitions, on a une perspective et je pense que la temporalité n'est pas forcément la bonne. Je me disais, je vais entreprendre un projet, je vais entreprendre une action et j'aurai les résultats d'ici 1 mois, 2 mois et ça va se mettre en place. Pas du tout. Ça met beaucoup plus de temps. Et cette légitimité, pour moi, elle est reliée à cette question de temporalité. C'est en écoutant, en mettant en place des projets avec les équipes, en échangeant, en discutant, que notre positionnement, finalement, va permettre aux équipes de s'identifier ou non à nous, en tant que directrice, en tant que direction. Et c'est ça, pour moi, qui est important, c'est se laisser le temps au temps et se laisser le temps de se découvrir en tant que collaborateur. Donc, si tu devais donner un conseil à la Justine qui avait 25 ans, puisque aujourd'hui tu as pas loin de 30. Oui, tout à fait. C'est ça. Ce n'est pas un sujet tabou. Oui, nous avons pas loin de 30 ans. Si tu devais donner justement un conseil à cette Justine du haut de ses 25 ans qui devient responsable, pour le coup, comme tu le disais, d'une 50aine de personnes sous ton aile, ce serait lequel ? Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu moins vu qu'on est une structure de 30 personnes. Mais effectivement, si on repart dans le temps, il y a quelques années où il y avait une équipe de 50 personnes, je m'appuierais sur le fait qu'il faut trouver les ressources
Et il faut pouvoir s'appuyer, s'entourer de personnes qui sont aussi compétentes et qui peuvent nous accompagner. C'est pas simple parce qu'on se retrouve sur des postes parfois isolés. Enfin, sur des postes de direction, on est parfois isolé, on peut se sentir un peu seul avec nos problématiques. Et ce qui a fait que j'ai pu progresser, en tout cas garder ce chemin de management, d'équipe qui m'intéressait fortement, c'est le fait d'avoir pu échanger avec des homologues et de pouvoir effectivement échanger les points de vue et les regards. Et ça, c'est pour moi essentiel, de pouvoir réussir à partager avec d'autres professionnels. Ok, donc il y a le fait de se dire qu'on ne sait pas tout, peu importe l'âge aussi au final, et d'oser questionner, oser échanger. Est-ce qu'il y avait une ouverture de la part de tes homologues aussi sur la transparence ou les conseils donnés ? Tout à fait, j'ai toujours été en tout cas très bien accompagnée avec mes homologues, qui étaient un petit peu plus âgés dans la plupart des situations et la plupart de mes postes. Mais ce regard était partagé, ces échanges étaient transparents et j'ai toujours eu en tout cas une oreille attentive, en tout cas j'ai toujours réussi à trouver une oreille attentive pour effectivement m'aiguiller et m'épauler dans mes difficultés. Tu parlais donc des études que tu as repris après tes années d'infirmière. Comment était abordée selon toi la notion de management ? Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir peut-être des pistes d'amélioration ? Fais-nous un petit part de ton avis sur, on va dire, la théorie vs la pratique dans les années qui ont suivi. Ah, c'est compliqué cette question parce que je trouve que certes, il y a le théorique, il y a ce qu'on apprend dans nos livres et les grandes théories de management. Mais avant tout, je ne sais pas si je peux réellement le dire, mais pour moi, le management, c'est 80% finalement de pratique de ce qu'on est nous, du savoir-être. Et on a des outils qui nous permettent effectivement de nous orienter et prendre la bonne direction, qui représentent 20% finalement pour moi d'outils techniques qu'on peut retrouver dans les bouquins ou lors de nos cours universitaires. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui reste inné et il faut avoir quelque part ça en soi, ce besoin effectivement, ou en tout cas cette capacité à fédérer, à mobiliser les équipes, ne pas forcément attendre de reconnaissance parce que ce sont des postes où on n'a pas forcément toujours de reconnaissance ou encore avec cette question de temporalité beaucoup plus loin et dans le temps. Mais je dirais vraiment que c'est cette question de savoir-être qui ne s'apprend pas et qui vient de nous, de nos plus profonds de nos tripes, quoi. Et est-ce que tu aurais aimé entendre ça, sortir de la bouche de quelqu'un quand tu étais dans tes études, justement ? Ou est-ce que ça t'aurait peut-être fait peur ? Non, ça aurait été intéressant. Je pense pas que ça m'aurait fait peur. Justement, ça m'aurait conforté dans mon choix, je pense. Comme tu le disais, il y a 80% de terrain pour le coup et beaucoup d'apprentissage, de connaissance de soi en pratiquant. Et tu parles d'une part d'inné. Donc selon toi, objectivement et sincèrement, est-ce que tout le monde est fait pour être manager ? Je suis pas sûre parce qu'il faut aussi avoir l'envie de prendre ce genre de responsabilité. Donc non, tout le monde n'est pas fait pour être manager, mais comme il y a des personnes qui occupent aussi des postes et qui finalement se rendent compte après des années d'expérience que finalement c'est pas ça qu'ils souhaitent ou qu'ils ne se sentent pas heureux dans leur poste. Donc à chaque étape de la vie, effectivement, on a des réflexions et je pense que pour être manager, comme n'importe quel métier, il faut avoir des compétences, des savoir-être et des savoir-faire. Donc il faut cocher les cases. C'est intéressant cette thématique-là puisque j'avais discuté une fois avec une personne qui me disait imagine une équipe où généralement pas mal de monde souhaite être manager un jour. Et parfois le management passe par de la promotion, parce qu'on a été bon dans ses fonctions, on devient à terme manager. Et aussi parfois par l'aspect statut social, regard des autres. Et on pense que c'est le chemin classique à suivre. Mais finalement, si on demandait aux gens, écoutez, il n'y a pas de différence de statut, il n'y a pas de différence de salaire, par contre, c'est juste des lignes de poste différentes. Est-ce que tu souhaiterais manager une équipe ? Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça répond à la question, pourquoi je veux devenir manager ? Et comme tu le disais, il y a le savoir-être, le savoir-faire, l'envie peut-être aussi d'aider naturellement les autres. Donc toi, selon toi, au-delà de l'aspect statutaire, peut-être rémunération supérieure, ce qui n'est pas toujours le cas parfois selon les boulots,
quelles sont, on va dire, les 3 principales qualités pour se dire « je pense que je peux être un bon manager ». Alors clairement, pour ma part, si on enlève l'aspect statut, l'aspect économique, et comme tu le dis très bien, le salaire, parfois, il n'y a pas non plus des écarts énormes. Moi, je re-signe directement parce que j'aime ce que je fais. J'aime les missions que j'exerce au quotidien. J'aime les relations avec mes collègues. Donc, clairement, sur cet aspect-là, je re-signe directement. Les 3 clés, je dirais la persévérance. Parce qu'il ne faut pas baisser les bras dans certaines situations qui ne sont pas forcément toujours faciles. Après, ça va être des réponses un peu bateaux finalement qu'on peut entendre, mais qui me paraissent essentielles. Mais il faut savoir écouter et prendre le temps d'écouter parce qu'on a souvent des plannings qui sont très chargés et se libérer du temps pour un collaborateur, c'est non négligeable, même s'il y a une réunion stratégique qui est indispensable. Il faut pouvoir se dégager du temps pour être à l'écoute. Et je dirais aussi cet aspect d'agilité. On parle beaucoup aujourd'hui de management agile, et ça, je crois complètement en cette théorie, de pouvoir s'adapter en fonction finalement des injonctions qui peuvent parfois nous être données, de nos tutelles, des injonctions aussi ministérielles, et puis finalement la réalité de terrain et ce qui se passe, et aussi les envies de nos collaborateurs. Et c'est ça, pour moi, le management agile, c'est réussir finalement à répondre aux exigences qui nous sont données, et en même temps pouvoir fédérer et accompagner les équipes dans ce sens. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Je peux en témoigner parce que le DAC est un dispositif qui est tout nouveau depuis 2019 que j'ai dû accompagner dans le département du Maine-et-Loire. Et il y a eu effectivement une injonction ministérielle. Et à côté de ça, on a eu des équipes qui n'ont pas forcément suivi et on a eu énormément de départs. Et ça, c'est dommage. Et encore une fois, je dirais que la question de la temporalité a été aussi un facteur qui n'a pas aidé dans la mise en place d'un dispositif. C'est intéressant et on va revenir sur ces problématiques-là. Je rebondis juste avant sur ce que tu as dit. Ça va peut-être être bateau, être simple, mais peu importe le sujet, dans la vie, parfois, on cherche toujours plus complexe. Des outils supplémentaires, dans un jargon, parfois à dormir debout, et on oublie les fondamentaux, les bases. Et c'est ça, souvent, dans les entreprises, c'est où est l'humain, où est l'écoute. Au-delà d'entendre, c'est d'écouter profondément cette communication qui, oui, on la lit partout, mais est-ce qu'elle est véritablement appliquée et comprise ? Donc, il n'y a pas de qualité bateau, pour le coup, parce qu'au contraire, c'est les choses les plus bateaux qui sont essentielles à se remémorer. Et c'est pareil, par exemple, dans le sport, je prends un parallèle totalement autre. On cherche toujours des méthodes d'entraînement parfois très complexes, on voit des choses très pointilleuses, on a envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, et on oublie les classiques. Les bases, la régularité, la constance, faire du volume, etc. Et c'est pareil dans le métier du travail aussi. Donc l'écoute, même si c'est bateau. Également sur l'aspect persévérance que tu as souligné, ce mot est important parce que ça rebondit sur le fait où tu me disais, peu importe, moi je re-signe, parce que j'aime ça profondément. Et la persévérance, elle vient quand on aime ce qu'on fait. C'est pas une qualité d'être persévérante, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas persévérante. Si on aime ce qu'on fait, là, on va devenir persévérante. Donc, parfois, selon le métier que l'on fait, se dire « oui, mais j'arrive pas à persévérer », c'est que ça souligne quelque chose d'autre derrière pour le coup. Donc, la persévérance, c'est plus une conséquence du fait qu'on est au bon endroit et qu'on aime ce que l'on fait. Tu parlais juste à la fin de certaines problématiques. Pour toi, quelles ont été justement les problématiques les plus récurrentes auxquelles tu as été confrontée avec tes équipes et qui t'ont pas mal challengée ? Alors, je dirais cette question de sens. La question du sens, elle revient dans tous les postes que j'ai pu exercer. Le pourquoi. Pourquoi on fait comme ça ? Pourquoi on doit faire comme ça ? Et qu'est-ce qu'on y met derrière notre accompagnement, notre prise en charge ? Je dirais vraiment le sens, et c'est, je pense, le mot que j'ai le plus utilisé durant ces derniers mois avec les équipes. Tu as un exemple, une histoire, une anecdote à nous partager, ou ça veut dire quoi, tout simplement, le sens pour toi ? Alors c'est vrai que dans le cadre actuel, encore une fois, je parle de l'expérience que j'ai dernièrement sur le poste de directrice de DAC, on a effectivement une évolution de nos pratiques et beaucoup de professionnels m'ont dit mais je me retrouve plus dans ce que je fais. Je trouve plus finalement le sens et le pourquoi je le fais et pourquoi on doit modifier alors que ça fonctionnait bien auparavant.
Donc je pense que c'est remettre aussi le contexte et de se dire pourquoi aujourd'hui on a aussi ces injonctions, qu'est-ce qui fait, et d'essayer de les décortiquer pour justement trouver du sens, pourquoi on modifie aujourd'hui notre système de santé, donc avoir des clés. Et puis effectivement reposer les fondements finalement de notre métier et de pourquoi on le fait. Et je pense qu'on peut toujours le faire avec le même entrain, la même énergie, si finalement le but et l'objectif restent le même. On parle justement de changement. Ce qui n'est pas toujours simple pour des dirigeants, des managers, c'est quand on est confronté à un contexte où on se doit de changer, soit par sa propre décision, soit parce que c'est une décision qui vient de plus haut, soit du gouvernement, de l'ARS ou autre. Comment tu l'amènes à tes équipes ? Est-ce qu'il y a cette importance de transparence ? Explique-moi comment tu l'amènes. Pour embarquer des équipes, il faut de la transparence. Et de toute façon, les équipes le sentent quand on cache des choses. Et c'est un argument, ou en tout cas une modalité finalement d'accompagnement, la transparence, qui pour moi est essentielle et qui doit être présente justement pour pouvoir accompagner les équipes et pour qu'elles comprennent pourquoi finalement on est obligé de faire des changements parfois. Parce qu'on est obligé effectivement de changer des modes d'organisation ou en tout cas se re-questionner sur nos pratiques, mais parce que effectivement derrière on a des injonctions. Mais si on le fait pas connaître aux équipes, si finalement on transmet pas nos craintes aussi en tant que manager, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir transmettre ses doutes, ses craintes aux équipes pour qu'elles puissent comprendre, et on n'arrive pas à les embarquer et on prend pas le même bateau, on prend des chemins différents. Donc cette transparence, elle est à mon sens importante. Après, j'émettrai des réserves parce que tout ne doit pas forcément être dit. Comme finalement le secret professionnel et les informations qu'on doit partager entre patients, il y a des choses qu'on partage, ce qui est strictement utile et nécessaire à la prise en charge. Je pense qu'il y a des informations qui ne sont pas forcément utiles à transmettre aux collaborateurs parce qu'il n'y a pas forcément d'impact ou parce que les choses ne sont pas encore décidées et que ça pourrait créer plus d'anxiété alors que rien n'est encore statué. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une personne qui souhaitait, on va dire, dans ses actions du quotidien, rester dans le mode à l'ancienne ou qui, par ses actions, tu as dû reprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas de vivre cette situation d'une personne qui n'accepte pas, entre guillemets, le changement ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les évolutions parce que il y a plusieurs choses dans le fait de ne pas forcément accepter ou adhérer à un projet de changement. Je pense aussi que les personnes se confortent dans un mode d'organisation parce qu'elles le connaissent et qu'elles sont à l'aise, parce qu'elles savent qu'elles ont les compétences, elles connaissent le circuit, elles se sentent à l'aise dans cet univers, dans cet environnement. Et parfois, le changement peut ramener aussi à des doutes personnels, de se dire est-ce que je suis capable de maintenir finalement mes actions avec une certaine qualité alors que je vais devoir faire autrement, que mon environnement ne sera pas le même, que j'aurai peut-être plus les mêmes soutiens quand on parle vraiment d'organisation structurelle d'établissement. C'est vrai qu'on se pose la question de est-ce que je vais retrouver les mêmes ressources parfois. Donc je pense que la question du changement, elle n'est pas évidente pour tous. Je pense que les personnes, plus qu'elles ne pensent, ont les capacités internes pour faire face au changement. Mais c'est le fait aussi de devoir finalement sortir d'un cadre qui est confortable et de devoir se réexposer à un environnement qui est différent. Et maintenant, Justine, il y a un sujet qui m'intéresse et certainement aussi les auditeurs qui nous écoutent. On a parlé tout à l'heure des qualités principales pour tendre à être un bon manager. Et maintenant, qu'est-ce qui est selon toi rédhibitoire ou à mettre un red flag, comme on dit, une alarme, un drapeau rouge pour être un manager ? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou ne pas tomber dedans ? Je te propose, Marlène, pour illustrer ta question, de partir d'un cas concret. J'ai été effectivement au
au sein d'une structure où j'ai été confrontée à du copinage, pour y mettre des guillemets, où effectivement, dans une petite entreprise, finalement, nous avons des promotions en interne et on garde des liens qu'on avait avec nos collègues en proximité. Et j'ai pu constater du favoritisme, des avantages pour certains et pas pour d'autres, parce qu'effectivement, il y avait eu ce lien de proximité avec les collègues. Je pense qu'il est important de pouvoir, quand on prend ces postes de responsable, d'encadrant, d'être impartial finalement dans le traitement qu'on peut avoir avec chaque collaborateur et ne pas tomber dans ce format finalement de copinage. Et c'est quelque chose pour moi auquel je suis très attachée, de pouvoir effectivement appliquer les mêmes règles pour tout le monde au sein d'une entreprise. Et c'est un exemple qui peut être assez parlant puisque généralement, comme tu l'as dit, on devient manager au bout d'un certain temps, mais auparavant, on était dans une posture d'égal à égal avec ses collègues, ses collègues qui deviennent souvent des amis pour le coup. Et quand on passe manager, c'est vrai que on peut plus mener les mêmes relations, ou du moins on peut mener les mêmes relations, mais il faut que ce soit d'égal à égal avec de nouvelles personnalités qu'on appréciait peut-être moins auparavant ou autres. Donc c'est intéressant cet exemple-là puisque ça peut être un des travers dans lesquels on peut tomber éventuellement quand on passe manager. Donc impartialité, comme tu l'as dit, et éviter peut-être du copinage. Ce n'est pas simple, mais c'est important de l'entendre. Au niveau de la santé mentale, on va en parler un petit peu, dans ces postes-là, de manager, de directeur, de responsable. Toi, selon toi, comment tu pourrais définir cette santé mentale à entretenir ? Puisqu'on en voit des dérives, j'ai pu discuter avec certains managers qui sont tombés dans des burn-out et qui, pour le coup, ont totalement abandonné ce poste-là. Quel est ton avis sur ce sujet et éventuellement l'aspect prévention sur cette thématique ? Il ne faut pas avoir peur déjà de se l'avouer. C'est ça la première étape et ce qui est compliqué. C'est à quel moment finalement je sens que j'arrive au bout de mes capacités. Parfois, on a l'alerte de nos collègues et souvent c'est compliqué de le voir seul. Donc ça, c'est la première chose, c'est réussir à s'écouter, même si c'est très compliqué parce que souvent on le nie, qu'on est dans une phase qui est très compliquée, où on a une surcharge de travail, où on commence effectivement à plus forcément avoir les idées lucides. Première chose, réussir à s'écouter. La deuxième chose, c'est se connaître soi et trouver quels sont finalement ces temps de soupape, si je peux dire, ou ces temps de décompression. Quelles sont nos soupapes pour pouvoir finalement décharger toutes ces émotions qu'on peut ressentir au quotidien sur ces fonctions. Et ça, c'est pas non plus facile à identifier. Moi, je sais qu'avant, j'étais une grande sportive, je faisais beaucoup de sport. Je ne trouve plus le temps d'en faire aujourd'hui. Et je sais que récemment, j'ai identifié que ça a été un levier pour moi et j'ai recommencé à faire du sport et me dire que c'est essentiel, effectivement, de trouver ces temps de décompression et qu'il faut pouvoir se les accorder. Et ça veut dire aussi bloquer du temps dans son agenda et s'obliger à ne pas mettre de réunion trop tard le soir pour pouvoir profiter justement de ces moments de décompression. Et est-ce que selon toi, au-delà de connaître ses limites, comme tu le dis, il peut y avoir un peu cet esprit d'excès de présence en fait, l'aspect, le présentéisme, voilà, j'avais perdu le mot, où certains vont se dire il faut que je sois le premier arrivé, premier parti, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une grande question et c'est une très très bonne question parce qu'effectivement on est sur des modèles où le manager, le directeur était le premier arrivé, était le dernier parti. J'avoue que j'opte pas trop pour ce schéma. Je pense que finalement, on ne sera pas forcément productif si on travaille 12 heures par jour. Moi, je sais que j'apprends à travailler de manière très intensive sur ma journée de travail de 7 heures. Alors effectivement, c'est pas tout le temps 7 heures, mais disons que je m'accorde effectivement quand je suis fatiguée à me dire j'arrête là parce que de toute façon, je ne serai plus productive après. Donc ça sert à rien. Et même s'il reste des collaborateurs après moi,
et ben c'est pas grave. Et justement, c'est que finalement, chacun organise son temps de travail comme il le souhaite. C'est quelque chose que j'ai mis en place en tout cas, quand j'ai pris mes fonctions de directrice, j'ai voulu permettre aux collaborateurs aussi d'avoir cet aménagement de temps de travail. Donc, il y a effectivement ce qui se fait de plus en plus dans les structures où on peut aménager son temps de travail en 4 jours et demi, en 4 jours par semaine. Là, c'était au sein de notre entreprise, c'est 4 jours et demi, mais ça permet effectivement d'avoir une souplesse dans notre organisation. Et je ne maintiens pas, entre guillemets, cette forme de présence et d'être tout le temps au bureau, loin de là. Ok. Et ce que tu as souligné, c'est peut-être aussi le fait d'être souple, mais pour soi, bien sûr, mais aussi avec ses équipes. Comme ça, tout le monde s'y retrouve pour le coup, puisque le manque de souplesse, peut-être pour les membres de l'équipe, ferait qu'ils se braqueraient peut-être davantage s'ils voyaient que toi, tu étais très souple. Je ne sais pas, c'est une supposition. Est-ce que, à ton sens, le fait d'avoir une souplesse réciproque des deux côtés, ça peut permettre d'éviter cet excès-là? Bien sûr, et puis c'est ce qui se fait de plus en plus dans les structures. Il faut avoir cette souplesse d'organisation de temps de travail. Tant que le travail est réalisé et est fait, et c'est l'objectif, c'est que finalement on puisse répondre à la demande, et peu importe si c'est effectivement à 8h30, si c'est à 18h, et si chacun peut finalement aménager comme il l'entend son temps de travail, avec toujours cette fameuse question d'équilibre entre vie pro, vie perso, qui est à mon sens essentielle aujourd'hui. Mais c'est chouette si déjà tu t'es posé la question du sport, puisque j'encourage tout le monde pour le coup. Ça fait partie de la santé mentale. Tout à fait. Quand on sent qu'on commence à tomber dedans, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que l'aspect physique du sport, mais il y a aussi bien sûr pour l'esprit. D'après toi, quels sont les plus gros challenges des managers pour les années à venir? Parce qu'il y a quand même, on en parle beaucoup, un changement générationnel entre l'avant-après. On le voit que les personnes ne sont plus autant attachées à un CDI ou même à un CDD. À la moindre occasion, on se dit, je suis ce dont j'ai envie et je quitte l'entreprise. Quels sont dans ce cas les plus gros challenges pour les managers dans les années qui arrivent? La question de l'attente. Parfois, en tant que manager, on s'implique d'une certaine manière dans notre travail et on attend de même de nos collaborateurs. Et c'est là où on peut avoir des temps finalement de déception, parce que on en demande autant à nos collaborateurs qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc ça, il faut vraiment se dire que chacun met l'investissement et l'énergie dont il a envie dans son métier, parce qu'on ne travaille pas forcément avec peut-être la même dynamique, la même envie, et que chacun met finalement son travail dans son environnement et des priorités différentes. Il y en a certains, le travail c'est primordial, et pour d'autres ça sera que secondaire, ou ça viendra en 3e ou 4e position. Donc je pense qu'il faut pas, c'est la question de l'attente, se dire qu'on ne pourra pas demander à nos collaborateurs de peut-être s'investir de la même manière en tant que dirigeant, en tant que manager. C'est intéressant ce que tu soulignes, puisque j'en avais parlé dans un des posts que j'ai pu faire sur LinkedIn, où quand j'avais mon entreprise l'Histoire dans l'assiette à l'époque, j'avais eu 2 jeunes stagiaires en fait qui travaillaient avec moi. Et c'est encore plus fort quand on est entrepreneur, c'est qu'on a une énergie qui est décuplée puisque c'est son entreprise, et l'attente elle est extrêmement présente. On estime presque que nos stagiaires doivent être autant investis que nous, et c'est une erreur en effet, puisque le curseur n'était pas le même pour les deux. L'un était très investi, mais parce qu'il sentait que c'était utile pour lui, qu'il montait en compétences, et l'autre personne, ça ne voulait pas dire qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, c'est simplement que sa priorité numéro 1 n'était pas là, ça n'est pas son entreprise, et il y a cet équilibre vie pro-perso, d'autres priorités, d'autres ambitions futures. Donc c'est vrai qu'en tant que manager, on peut avoir des exigences telles envers soi-même, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne n'est pas impliquée ou engagée, mais c'est juste à un degré différent d'importance pour elle, tout simplement. Très intéressant, merci Justine. Tu te verrais où dans 10 ans? Elle est dure cette question. Donc quand tu auras 40 ans, pour te le préciser. Je n'ai vraiment, en toute objectivité et en toute transparence plutôt, je n'ai aucune idée de comment je me projette à l'heure actuelle. J'ai eu plusieurs postes sur lesquels je suis restée 1 an et demi, 2 ans. Là, je pense que en 1 an et demi, 2 ans, on voit certaines choses, mais on n'a pas le temps finalement
de pouvoir voir un projet de service, un projet d'établissement, de pouvoir s'engager sur du plus long terme. On arrive juste à un moment de l'histoire finalement de l'établissement. Là, ça fait 1 an et demi que je suis en poste, j'aimerais bien rester encore quelques années parce qu'il y a encore plein de choses à développer, plein de projets à mettre en place. Donc, tant qu'il y a encore des choses à mobiliser et à créer, je pense que voilà, il y a encore quelques années, en tout cas sur le poste actuel. Je n'ai pas trop de projections, à vrai dire, en toute transparence. Je pense que je verrai effectivement avec l'évolution aussi du contexte. La santé, ça évolue beaucoup. On crée de nouvelles choses. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, ça se trouve, dans 5 ans, je serai sur un projet qui n'existe pas aujourd'hui ou sur un établissement qui n'existe pas aujourd'hui, comme je le suis finalement actuellement, parce que ce dispositif, il est de 2019. Donc, tu m'aurais posé la question il y a 4 ans, j'aurais pas pu me projeter sur ce dispositif qui n'existait pas aujourd'hui. Est-ce que justement, d'après ce que tu dis, c'est un peu l'incertitude, la nouveauté, le challenge inconnu aujourd'hui, en fait, qui t'anime dans ce métier ? Je dirais que c'est bien résumé. Tu as raison avec ce que tu dis. C'est toutes ces finalement ces critères qui font que c'est aussi très challengeant et très stimulant. Parfois, l'incertitude fait peur, mais elle est aussi source d'adrénaline et ça peut effectivement, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Parce que dans ton poste aujourd'hui, on en parlait en dehors du podcast. Vers quoi tu souhaites tendre dans des choses où vraiment tu vas te sentir épanoui, puisque comme tu l'as dit, c'est encore récent aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce vers quoi tu as envie de tendre et qui va t'animer dans ton poste de directrice ? Tu veux dire au sein de la structure ? Ouais, de la structure actuelle. Et d'expliquer d'ailleurs un petit peu la structure en quelques lignes pour ceux qui nous écoutent. Alors en quelques lignes, ça va être compliqué. C'est un dispositif qui est départemental et qui est issu de la fusion des réseaux de santé et des MAIA. Alors disons que c'est des dispositifs pour les personnes de plus de 60 ans qui présentaient effectivement des problématiques de troubles cognitifs ou des problématiques de maintien à domicile et pour lesquels on pouvait effectivement venir en soutien, en accompagnement au domicile. Et là, il y a eu effectivement cette loi qui a fusionné ces dispositifs, mais qui a aussi modifié le public, parce qu'auparavant, on était sur un public gérontologique de plus de 60 ans. Maintenant, on s'ouvre à tout âge, toute pathologie. Et on accompagne, on n'a plus finalement de nombre de prises en charge. Le quota finalement de personnes prises en charge a disparu avec cette nouvelle loi. Donc on a beaucoup de demandes et on doit finalement accompagner d'une manière différente. Ça, c'est la première chose pour parler du dispositif, même si il y a énormément d'enjeux encore. Il y a le fait aussi que ce dispositif trouve sa place parmi tous les dispositifs qui existent, qu'on trouve du sens aussi, on ne travaille pas et on fait pas, on va pas mettre en place des actions que font déjà des partenaires, où il y a déjà des dispositifs qui mettent en place des actions bien identifiées. Donc il y a vraiment un enjeu de trouver sa place dans l'écosystème. Il y a un enjeu aussi de gouvernance parce qu'en fait on crée une nouvelle structuration. Donc il y a un objectif de créer. Il y a eu tout un temps depuis 1 an de créer cette gouvernance et de comment on allait pouvoir impliquer les membres de la gouvernance dans les orientations finalement que le DAC va prendre. Disons qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de trouver d'avoir quelque chose qui soit plus clarifié parce que le cadre national d'orientation des DAC est très très large et maintenant il faut que sur le terrain, au niveau départemental, on puisse réellement identifier les missions du DAC pour que ça soit beaucoup plus lisible pour les professionnels. Donc ça, c'est la grande mission dans les mois et dans les années à venir. Et surtout que le dispositif soit connu des professionnels de santé au sens large, parce que je le rappelle, en fait, le DAC est un dispositif à destination des professionnels de santé, sanitaire, médico-social et social, qui rencontrent une problématique de prise en charge. Tu as de quoi faire pour le coup. Exactement. On arrive à la fin de l'épisode, Justine, et il y a une question qui me tient toujours à cœur de demander. Quel conseil tu donnerais aux managers, aux futurs managers qui nous écoutent ? Il faut se faire confiance. Il faut réussir à se faire confiance. Et c'est pas forcément toujours simple parce qu'on a de quoi douter. Il va y avoir des moments qui vont pas être évidents à traverser, notamment avec tout ce qui est dialogue social, avec des départs, avec des professionnels qui ne trouveront plus forcément de sens et qu'on aura du mal à remobiliser.
tant qu'on y met finalement du sien, quand je dis du sien, c'est un peu péjoratif, y mettre du sien, mais tant qu'on fait notre métier avec le cœur, avec ce qu'on est, eh ben on peut pas s'en vouloir d'avoir mis tout en œuvre et d'avoir réuni toutes les conditions pour que ça fonctionne. Mais il y a des succès, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Et on n'arrive pas forcément toujours à notre objectif. Donc, c'est aussi se dire, j'y arriverai pas forcément tout le temps. Il y aura des petites victoires, et il y en a eu plein. Et parfois, on se sous-estime. Quand moi, je regarde en arrière, je me dis, ça, c'est pas bien. On aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Et puis, en fait, en prenant du recul, il y a plein de choses à côté qui ont pu être mises en place, où les collaborateurs se sont aussi épanouis, on sentit qu'il y avait une écoute. Et je pense qu'il faut vraiment... je dirais le mot de la fin, c'est se donner les moyens de notre ambition. C'est une grande phrase, mais il faut réussir en tout cas à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Et dans ce que tu dis, il y a l'aspect se faire confiance, se donner les moyens et être tolérant, pas trop exigeant et perfectionniste avec soi-même, et de se dire que chaque échec, en fait, c'est une leçon d'apprentissage derrière pour le coup. Et c'est ça qui fait que demain, on sera forcément une meilleure version derrière pour nous-mêmes déjà, mais bien sûr pour nos équipes aussi. Oui, tout à fait, parce qu'on accompagne aussi les équipes et ce qui fait sens dans notre travail, c'est aussi la relation humaine. Et je pense qu'il n'y a aucun manager qui s'est dit tiens, j'aimerais bien que mon équipe aille mal ce matin. Donc je pense qu'on est tous dans une démarche malgré tout de bienveillance et aussi que les professionnels, nos collaborateurs puissent s'épanouir humainement, professionnellement, mais aussi dans leur vie privée. Et je pense que c'est ça qui fera qu'on arrivera à réunir toutes les clés pour un épanouissement et un succès. Merci beaucoup, Justine. Merci, pour toutes ces Marlène. paroles. À bientôt. À bientôt. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici et j'espère que le parcours de Justine t'a parlé et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire, je t'en serai grandement reconnaissante. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.